Avez-vous jamais eu envie de disparaître? Comme vraiment, juste supprimer tous vos réseaux sociaux au milieu de la nuit, partir dans une autre ville ou pays, rompre tous les liens avec vos amis et proches et simplement commencer une vie totalement nouvelle? Même si vous n'avez pas eu de telles pensées vous-même, quelqu'un dans votre entourage en a sûrement eu, et c'est normal. La psychologie a depuis longtemps exploré ce phénomène. Selon les études, de nombreuses personnes se sentent dépassées par toutes les exigences du monde moderne. Nous sommes quotidiennement assaillis par les mauvaises nouvelles sur notre fil d'actualité, et notre dépendance constante aux gadgets nous donne l'impression d'être pris au piège, avec un désir irrésistible de fuir cette modernité, de fuir pour être seul, pour se ressourcer, pour guérir d'une certaine manière. Et ce ne serait pas étrange si cela était seulement le cas dans certains pays, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est une pensée partagée partout. Au Japon, par exemple, ces personnes sont appelées hikikomori ou les disparus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ces personnes réussissent habituellement à disparaître sans laisser de traces, pourquoi la famille et la police ferment les yeux là-dessus, où elles disparaissent exactement, pourquoi elles font ce choix et bien sûr, comment elles survivent. Mais avant de commencer, non, ce n'est pas une publicité. C'est mon booster. Ici, vous pouvez me soutenir. Vous avez vu le contenu que je produis, donc je n'ai pas besoin de le monétiser. Faire ce que j'aime, c'est cool. Alors, commençons. Je suis sûr que presque chacun d'entre nous a eu au moins une fois dans sa vie l'envie de disparaître, de partir dans une autre ville ou pays, de commencer une nouvelle vie sans que personne ne sache où vous êtes. Et maintenant, imaginez que vous l'avez fait. Vous avez quitté votre domicile sans explication à vos proches. Où choisiriez-vous d'aller? Probablement un endroit où vous vous sentiriez en paix, ou peut-être une grande ville pleine de promesses. En fait, au Japon, le choix est souvent limité. Ces personnes peuvent mener une vie normale, mais à un moment donné, elles disparaissent simplement. Au Japon, la culture de la honte et de la réputation prospère. Les heures supplémentaires sont nombreuses, et la pression peut devenir insupportable pour certains, que ce soit de la part de la famille, des supérieurs ou de la société. La honte de décevoir les attentes familiales ou de l'employeur est parfois plus forte que la peur de la mort. Lorsque les sentiments deviennent insupportables, certaines personnes choisissent de mettre fin à leur jour, tandis que d'autres choisissent simplement de disparaître sans laisser de notes ni d'explications. La famille n'alerte pas la police, également par honte. Reconnaître l'existence d'un hikikomori dans sa famille signifie être déshonoré aux yeux de la société. Même en cas de signalement, peu de choses peuvent être faites. Ils ne s'impliqueront pas s'il n'y a pas de crime ou d'accident. S'il n'y a pas de preuve de crime, la police n'a pas le droit de fournir aux proches les journaux d'appel ou les enregistrements des caméras de surveillance. La vie privée des personnes au Japon est protégée à un niveau élevé. Il n'existe toujours pas de base de données centralisée des personnes disparues au Japon. Est-ce que vraiment personne ne s'inquiète et n'a envie de retrouver leurs proches? Le phénomène des hikikomori, comme mentionné précédemment, est tabou au Japon. Mais une famille de Tokyo a rendu les recherches de leur fils publiques malgré cela. Leur fils, Naori, a disparu le 3 mai 2002, après avoir dit au revoir à ses parents. Il les a prévenus de ne pas l'attendre pour le dîner. Plusieurs jours se sont écoulés sans nouvelles de lui à la maison, et les parents ont commencé à s'inquiéter lorsque la compagnie de ferry de Tokyo les a appelés pour dire que le sac à dos de leur fils avait été retrouvé sur le ferry, arrivant à son terminus. Mais leur fils n'était nulle part à bord. La police a refusé d'enquêter, car il n'y avait aucune preuve de crime, et la famille n'avait pas d'argent pour engager des détectives. Au bout de 7 ans sans résultat, le frère a commencé ses propres recherches dans les rues. Les parents de Naori ont écrit des lettres demandant une action plus proactive sur les disparitions à l'attention du maire de Tokyo et même du premier ministre japonais, et ont été invités plusieurs fois à des émissions de télévision. Mais ils n'ont jamais eu de nouvelles de leur fils. La mère a dit à la plupart des gens qu'ils recherchèrent leur fils en secret. Parmi les disparus, cette pratique de brouiller les pistes est courante. Une journaliste française, Léna Mouché, a découvert ce phénomène en 2008 et y a consacré 5 ans de sa vie à l'étudier. Au début, beaucoup lui ont refusé des informations, disant qu'une telle chose n'existait pas dans leur pays. Mais finalement, elle a trouvé un traducteur et un expert de 50 ans qui l'a aidé dans son enquête.
il n'a pas pu trouver de compagnie publique offrant de l'aide pour retrouver les personnes disparues. En dehors de ces services, au Japon, il y a les Night Movers, des compagnies qui aident les gens à disparaître et à effacer leurs traces, ou inversement, à provoquer des scènes de désordre dans la maison, simulant un cambriolage. Comme il n'y a rien d'illégal dans le hikikomori, selon la loi japonaise, toute une industrie s'est développée avec des milliers de compagnies aidant les gens à disparaître. Certains ont même leur propre site web. Hattori, propriétaire d'une de ces compagnies, a expliqué comment il est entré dans ce domaine. Au départ, il avait une simple entreprise de transport qui aidait les gens à déménager. Un jour, une femme inconnue est venue le voir dans un bar et lui a demandé de l'aider à disparaître. Son mari était empêtré dans des dettes et elle craignait qu'il ne ruine également sa vie. Hattori a accepté. Par la suite, l'homme a placé une annonce disant que sa compagnie aidait au Japon dans ce qu'on appelle les déménagements nocturnes. Les clients potentiels ont rapidement compris ce qui se passait et bientôt, il était débordé de commandes. Pour ces déménagements nocturnes, il facturait 400 000 yens, 3 fois plus que pour un déménagement normal. Plus tard, Hattori a écrit un livre à ce sujet. Il a admis ne pas considérer les personnes qui choisissent de disparaître comme des lâches. Au contraire, il pense les avoir aidés à trouver un chemin vers une vie meilleure. Ayant grandi et vécu au Japon, Hattori a pleinement ressenti la honte, la soumission et la pression de la réputation qui sont courantes dans la culture japonaise. Il comprend donc les motivations et les sentiments des personnes qui prennent cette décision. Le hikikomori est l'extrême désespoir, lorsque la personne ne voit aucune autre issue que de fuir. Une autre propriétaire de compagnie similaire, Miku Saido, partage également cette vision. Elle-même a fui son passé après avoir été marquée sur la joue par une cicatrice. À l'époque, il n'y avait pas de loi protégeant les victimes de violences domestiques et la police ne pouvait demander à l'agresseur de s'arrêter. Elle a pris son chien, est montée dans sa voiture et a disparu. Ces disparitions organisées par ces compagnies se font sous le couvert de la nuit. Souvent, les employés se font passer pour des déménageurs ou une équipe de réparation. Arrivés à la nuit tombée, ils se rendent au domicile du client dans un camion sans marquage, occultent les fenêtres, aident à emballer et charger rapidement toutes les affaires. En quelques heures à peine, la personne a disparu. La compagnie aide alors ces personnes à s'installer dans un nouvel endroit et fait tout pour qu'elles ne soient pas retrouvées. Cependant, si la personne décide de revenir à sa vie précédente, personne ne l'empêchera. Ces compagnies ne font que leur travail. Si la personne veut revenir, elle le peut. Il est extrêmement rare que les gens reviennent vers leur famille. En fonction de la complexité et des circonstances, le coût de ces services peut varier de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Pour les Japonais qui n'ont pas assez d'argent pour ce genre de service, ils doivent disparaître seuls. Utilisant les guides publiés, l'un d'eux étant intitulé « Guide complet de la disparition », marqué de la mention « Rejetez votre triste réalité pitoyable », inspire la foi en l'avenir. Cela pousse les gens à prendre des mesures de hikikomori. Les raisons peuvent être diverses. Certains ne veulent pas traverser l'enfer bureaucratique en signant une tonne de documents, donc disparaître est plus facile que de divorcer. Certains perdent une grosse somme dans les machines à sous. Certains vont jusqu'à laisser leurs petits-enfants sous la garde de leurs conjoints. Certains fuient les violences domestiques auxquelles la police ne prêtait même pas attention auparavant. Certains sont liés à une secte religieuse et décident de rompre les liens et de se libérer. Il y a eu des cas où de jeunes gens ont disparu à cause d'échecs aux examens, ne supportant pas la honte et le déshonneur qui pesaient sur leurs épaules. Le plus grand nombre de disparitions a lieu pendant les crises financières mondiales. Les gens s'endettent pour nourrir leur famille. Les taux d'intérêt annuels des microprêts peuvent dépasser 100%. Dans de tels cas, lorsque les gens ne remboursent pas, certains prêteurs appartiennent à des structures mafieuses. En conséquence, les gens se retrouvent dans un quartier que l'on pourrait décrire comme un ghetto, bien qu'il n'existe officiellement pas. Ce quartier, connu sous le nom de Sanya, est principalement constitué de vastes bidonvilles. La vie y est dure. Les gens vivent dans de minuscules chambres d'hôtel sales, où il n'y a souvent même pas d'internet. Dans beaucoup de ces endroits, il est interdit de parler fort après 6 heures du soir. Des immigrés viennent s'y installer,
acceptant n'importe quel travail mal payé. Le quartier est sous le contrôle de la mafia japonaise locale, les Yakuza. Dans de telles conditions, Sanya devient un nouveau foyer pour les disparus japonais, et la probabilité qu'ils soient retrouvés est minuscule. Parmi les touristes ou les journalistes étrangers se trouvent tôt des personnes attirées par leur triste renommée. Je bénéficie d'une certaine popularité. Voici quelques histoires de personnes que les journalistes ont rencontrées dans ce quartier. Chacune d'entre elles a été rencontrée en personne pour enregistrer leur histoire. Norihiro, 50 ans, a organisé sa disparition il y a 10 ans. À l'époque, il travaillait en tant qu'ingénieur et avait une femme et un fils. Lorsqu'il a été licencié, il n'a pas osé en parler à sa famille. Au lieu de cela, chaque matin pendant une semaine, il enfilait son costume, chaussait ses chaussures en cuir, prenait son sac et partait de la maison en faisant semblant d'aller travailler comme d'habitude. Le jour du salaire, il se rasait soigneusement, disait au revoir à sa femme et montait dans le métro pour disparaître. Il n'est jamais retourné dans ce quartier et n'a jamais revu sa famille. Ça me fait mal de penser à la façon dont mes parents m'ont cherché. J'espère qu'ils vont bien. Peut-être qu'ils croient encore que je vais revenir, ou peut-être qu'ils sont déjà morts, réfléchit cet homme vieilli, qui travaille maintenant dans un emploi physique mal payé, vivant dans une chambre vide et sans fenêtre, d'un vieux hôtel pour ouvriers. Masao, 20 ans, n'est pas rentré chez lui après avoir purgé sa peine de prison. Il dit qu'il ne voulait pas que ses parents aient honte de lui et est parti vivre seul. Convaincu que ses proches ne devraient pas le chercher, il préfère qu'il croie qu'il est mort après s'être marié. Maître d'arts martiaux optimiste, il envisage l'avenir avec sa femme Tamoko. Ils vivaient dans leur propre maison dans la banlieue chic de Tokyo. Là, leur premier enfant, Tim, est né. La famille a contracté un prêt pour ouvrir un restaurant de raviolis, mais a fait faillite. Ils ont vendu leur maison, rassemblé leurs affaires et ont disparu à jamais. Il est curieux de vivre en dehors de la civilisation, dans l'une des villes les plus avancées du monde. Récemment, ce quartier a commencé à être un peu rénové, avec l'apparition de nombreux hôtels bon marché. De plus en plus de gens le découvrent chaque jour, y compris vous, et c'est une chance de profiter du boom touristique. Mais est-ce que la vie des disparus eux-mêmes devient plus facile ? C'est une question rhétorique.